Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Rami et ce que je vais vous raconter aujourd'hui a marqué ma vie à jamais. C'est une histoire de ma jeunesse, une époque où je pensais tout comprendre du monde, jusqu'au jour où j'ai rencontré l'inimaginable. J'avais 17 ans à l'époque et je vivais encore chez mes parents dans un petit village paisible. Tout semblait si calme, si ordinaire, mais parfois, les endroits les plus tranquilles cachent des secrets que personne ne soupçonne. Notre village, bien que modeste, respirait la chaleur humaine. Les habitants s'entraidaient, et cette solidarité se reflétait même chez les enfants. On s'entendait tous bien, et j'avais de nombreux amis. Pourtant, parmi tous mes camarades, 3 étaient comme des frères pour moi. Iyad, Faris et Malik. Nous avions le même âge, et nous étions inséparables. Après nos journées bien remplies à aider dans les fermes, nous nous retrouvions pour passer des moments simples, loin des regards des adultes. Notre endroit secret était un vieux jardin abandonné, autrefois propriété du grand-père d'Iyad. Ce lieu, envahi par les herbes et les ombres, était devenu notre refuge. Là-bas, nous avions construit un abri de fortune où nous parlions de tout, nos rêves, nos peurs, et même les histoires étranges qu'on entendait parfois dans le village. Ce jardin avait une atmosphère particulière, surtout la nuit, mais cela ne nous empêchait pas d'y revenir sans cesse. Un jour, alors que nous étions assis devant l'abri, la vieille porte rouillée du jardin s'ouvrit doucement. C'était Saphir, le fils de nos voisins. Saphir n'était pas comme les autres enfants du village. Il était plus jeune que nous, frêle et silencieux, mais ce n'était pas seulement cela qui le rendait différent. Il y avait quelque chose d'étrange chez lui, quelque chose qui mettait mal à l'aise. Malgré cela, Saphir était gentil, inoffensif, et nous l'apprécions tous beaucoup. On le voyait souvent errer seul dans les ruelles du village, parlant à voix basse, ou riant sans raison apparente. Il lui arrivait de s'arrêter soudainement, comme s'il écoutait quelqu'un que nous pouvions pas voir. Parfois, il se disputait tout seul, agitant les bras et marmonnant des mots incompréhensibles. Tout cela intriguait les villageois, mais personne n'osait vraiment en parler. Quand on lui demandait avec qui il pensait discuter, ou pourquoi il agissait ainsi, il ne répondait jamais. Il semblait se sentir brusqué par nos questions, et finissait toujours par s'enfuir. Saphir était mentalement arriéré depuis un accident survenu à sa naissance, ce qui l'avait toujours rendu différent des autres enfants du village. Certains disaient qu'il avait des amis imaginaires, d'autres, plus superstitieux, murmuraient des choses sur des présences qu'il serait le seul à voir. Pour nous, Saphir restait un mystère. Ce jour-là, Saphir se tenait à l'entrée du jardin, immobile, comme s'il hésitait à entrer. Iyad, avec son ton habituel, lui lança. « Saphir, pourquoi t'es resté planté là? Viens t'asseoir avec nous, allez. » Après un long moment d'hésitation et un regard méfiant autour de lui, Saphir finit par avancer doucement. Il s'assied à côté de moi. Je posai une main sur son épaule en lui demandant « Ça va, Saphir ?» Comme à son habitude, il hocha la tête sans dire un mot. Nous avions continué à discuter, mais une certaine lassitude s'installait. C'est alors qu'Iyad, visiblement en quête de quelque chose pour casser cette monotonie, déclara « Les gars, je m'ennuie sérieusement. Tous les jours, c'est la même chose. On pourrait faire un truc différent pour une fois. » Intrigué, je lui demandais « Qu'est-ce que tu veux dire par un truc différent ?»« Je sais pas, un truc avec un peu d'action pour casser la monotonie. » Répondit-il en haussant les épaules. Malik, jamais à court d'idées pour rendre les choses intéressantes, proposa « Et si on faisait un pari? Le perdant devra faire les corvées de tout le monde pendant une journée. » Ramassant 4 brindilles, il les coupa soigneusement pour que l'une d'elles soit plus courte. Il les tendit dans sa main fermée, affichant un sourire provocateur. « Allez, on fait une courte paille. Celui qui tire la plus courte devra relever le défi. » Iyad, comme toujours avide de sensations fortes, ajouta aussitôt. « Et le défi, c'est de rester un quart d'heure allongé sur une tombe, au cimetière derrière la colline. » Un silence lourd s'installa. Ce cimetière, isolé et envahi par la nature, était un lieu que nous évitions tous. Nos parents nous avaient strictement interdit d'y aller depuis notre enfance, parlant de ce lieu comme un endroit oublié, sans histoire connue, où le temps avait effacé jusqu'aux inscriptions sur les tombes. Malik pouffa légèrement, mais Faris fronça les sourcils. Moi, je lançai un regard sévère à Iyad. « Sérieux, Iyad, c'est complètement stupide. »« Arrête, Rami, c'est juste un défi. » Malik, impatient, fit bouger les brindilles dans sa main. « Allez les gars, tirez, on va pas passer la soirée à discuter. » Un par un, nous avions tiré une brindille. Lorsque ce fut le tour de Saphir,
Il hésita longuement avant d'en choisir une. Lorsqu'il la regarda, son visage se figea. C'était la plus courte. « Eh ben, c'est toi, Saphir », dit Iyad avec un sourire en coin. Saphir resta silencieux un instant, comme s'il pesait l'ampleur du défi. Contre toute attente, il haussa les épaules et murmura. « Ben moi ça me dérange pas, mais je veux que tu viennes avec moi. » Iyad, légèrement surpris, répondit avec un sourire assuré. « Pas de problème mon pote, mais je resterai à l'extérieur du cimetière. » Avant que nous puissions en discuter davantage, la voix du frère cadet de Saphir résonna à l'entrée du jardin. « Saphir, papa t'attend à la maison. » Saphir se leva sans discuter. Il nous lança un dernier regard avant qu'Iyad, avec son éternelle provocation, ne lâche. « Saphir, n'oublie pas, je t'attendrai devant le cimetière à minuit. Si tu viens pas, t'es une poule mouillée. » Saphir répondit calmement. « Je viendrai, c'est sûr. » Puis, il s'éloigna avec son petit frère, disparaissant dans l'obscurité. Dès qu'il fut hors de vue, je me tournai vers Iyad, la colère montant en moi. « T'es complètement dingue. Et s'il lui arrive quelque chose? Et s'il se trouve traumatisé à vie? Ça sera de ta faute. » Faris et Malik hochèrent la tête, partageant mon avis. Iyad soupira, agacé, mais tenta de nous rassurer. « C'est bon les gars, calmez-vous. Je veillerai sur lui en cachette. Il ne sera jamais seul, faites-moi confiance. » Il ajouta avec sérieux. « Bon, écoutez les gars, Saphir n'est pas aussi fragile que vous le pensez. Si on le traite différemment, il restera toujours à l'écart. Ce défi pourrait même lui faire du bien. Si vous le voulez, venez avec moi. » Mais aucun de nous n'était prêt à suivre cette idée insensée. Faris fut le premier à déclarer. « franchement, ne nous mêle pas à ça. » Malik approuva, et je concluais. C'est complètement stupide comme idée. Malgré nos protestations, je savais qu'Iyad ne changerait pas d'avis. Alors que nous rentrions chacun chez nous, une inquiétude sourde s'installait en moi. Que pouvait-il bien se passer à minuit dans ce cimetière oublié? Le soir venu, après le repas, j'attendais l'heure fatidique pour appeler Iyad et savoir s'il comptait vraiment aller au cimetière pour attendre Saphir. Mais, emporté par la fatigue, je m'endormis sans m'en rendre compte. Quand je me réveillai en sursaut, il était 3 heures du matin. Tout le monde devait déjà dormir. Je regardais mon téléphone, mais il était trop tard pour les déranger. Je restais un moment immobile, le regard perdu dans le noir, me demandant comment la soirée s'était déroulée. Le matin, après avoir pris mon petit déjeuner, je partis travailler au champ. J'étais sur le point de finir mon travail en début d'après-midi lorsque Faris et Malik arrivèrent vers moi. Mais Iyad n'était pas avec eux. Je leur demandai s'ils l'avaient vu, mais ils ne l'avaient pas vu. Faris m'informa qu'il avait essayé de l'appeler, mais qu'il n'avait pas décroché. « Et si on partait chez lui ?» dis-je. Faris répondit. « C'est pas la peine de paniquer. Il avait peut-être un truc important à faire. » Nous partîmes donc chez Iyad. Son père se trouvait devant sa maison. Nous le saluâmes et lui demandâmes si Iyad était là. Il nous répondit qu'il avait quitté la maison hier soir et qu'il n'était pas encore rentré. Il nous dit aussi qu'il était inquiet et qu'il allait venir nous voir pour savoir si on l'avait vu. Son père précisa qu'il était sorti vers 23h30. Nous savions qu'Iyad était parti au cimetière à minuit et que quelque chose pouvait lui être arrivé, mais nous gardions cela pour nous, ne voulant pas inquiéter davantage son père. Nous lui assurâmes qu'il n'avait pas à s'en faire et que nous allions le ramener. En quittant les lieux, je dis à mes amis qu'il fallait qu'on aille au cimetière. Malik et Faris me dirent que le soleil allait bientôt se coucher et que ce n'était pas une bonne idée d'y aller. Je persistais, leur disant qu'Iyad avait peut-être besoin d'aide. « Écoutez les gars, depuis la nuit dernière, on n'a pas de nouvelles de lui. On doit aller le chercher où il se trouve. » dis-je. Malik acquiesça. « T'as raison, on doit le chercher. On y va sans perdre de temps, » ajouta Faris. Sur le chemin, nous nous demandions ce qui avait pu arriver à Iyad. Nous arrivâmes finalement devant le cimetière. Séparons-nous pour le trouver plus vite, et on se retrouve après. Nous criâmes le nom d'Iyad tout en cherchant, sans succès. Puis, nous nous retrouvâmes devant. Nous décidâmes de repartir à sa recherche pour être sûrs de n'avoir rien négligé. C'est alors que nous entendîmes une voix dans le noir. C'était la voix d'Iyad. Nous nous dirigeâmes vers elle. Une fois arrivés à la source de la voix, nous vîmes Iyad par terre, figé. Nous le soulevâmes. Il semblait épuisé, au bout du rouleau, et avait du mal à parler. Il ne put que nous dire « Aidez-moi ». Nous sortîmes du cimetière, mais Iyad n'était pas lui-même. Sur le chemin, nous ne pouvions pas le ramener chez lui dans cet état. Nous décidâmes donc de l'amener chez moi. Nous entrâmes discrètement dans ma chambre. Je lui apportai de l'eau, et nous attendîmes à son chevet. Mais il avait du mal à reprendre ses esprits.
Nous étions tous inquiets et échangions des regards, nous demandant ce qui avait bien pu lui arriver. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il avait vécu. Après un moment, Iyad retrouva peu à peu ses esprits, mais il ne se souvenait de rien. Je lui demandai de bien réfléchir, mais il resta dans le néant, totalement perdu. Peu à peu, il commença à revenir à lui. Nous l'accompagnâmes chez lui. Son père, soulagé de le voir, lui demanda « Où étais-tu passé, mon fils? Je m'inquiétais pour toi depuis hier soir. Comment tu vas ?» Iyad répondit « Je vais bien. Ne t'inquiète pas, papa. Il faut seulement que je me repose dans ma chambre. » Chacun rentra chez soi, soulagé qu'Iyad soit entre de bonnes mains chez lui. Nous étions tous rassurés. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir correctement. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un m'empêchait de trouver le sommeil. Je bougeais sans cesse dans mon lit, et cela dura toute la nuit. Au matin, je n'avais aucune envie d'aller travailler. Malik et Faris devaient venir m'aider à la ferme, mais ils m'appelèrent un par un pour me dire qu'ils étaient trop fatigués et ne se sentaient pas bien, et qu'il fallait remettre ça au lendemain. Je commençais à me demander si quelque chose nous était arrivé au cimetière. J'essayais de me rassurer en me disant que ça n'avait rien à voir, mais le cimetière ne cessait de me hanter. Ma mère préparait le petit déjeuner et le repas pour le travail au champ, mais je lui dis que je me sentais pas bien et que je n'irais pas. Je pris mon petit déjeuner, puis retournai dans ma chambre pour essayer de dormir. Je m'allongeai sur mon lit, sur le point de m'endormir, quand ma mère ouvrit la porte de ma chambre et me demanda si Iyad allait bien. « Oui, il va bien, maman. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» lui répondis-je, mais elle me tourna le dos sans dire un mot et quitta la chambre. Je n'avais pas compris sa réaction. Finalement, je posai ma tête sur l'oreiller, fermant les yeux pour m'endormir. Mais même avec mes yeux fermés, mon esprit restait éveillé, conscient de ce qui se passait autour de moi. Ma mère était revenue et semblait occupée à faire quelque chose, mais les bruits qu'elle faisait me dérangeaient, m'empêchant de trouver le sommeil. Je voulais ouvrir les yeux et lui dire d'arrêter, que j'avais besoin de dormir, mais impossible de les ouvrir. C'est alors que je me rendis compte que je n'arrivais pas à bouger. Au début, je me disais que ce n'était qu'un rêve, que ça n'avait pas d'importance. Mais au bout de quelques instants, je sentis que ma mère s'était déplacée, se rapprochant de mon chevet. Je luttais pour me lever, ou simplement ouvrir les yeux, mais c'était comme si mon corps était paralysé. Puis, soudainement, mon lit commença à se secouer, et des sifflements étranges se firent entendre. Je priais intérieurement, mais rien ne semblait changer. Mon corps était trempé de sueur froide, et je voulais m'échapper de ce cauchemar. Puis, soudain, l'appel à la prière résonna au loin. Une grande inspiration, et mon corps se libéra de cette étrange pression. Mes yeux s'ouvrirent enfin. D'un coup, je me levai de mon lit et me précipitai à la fenêtre. L'air frais me fit du bien. Je me sentais apaisé. Même si l'appel à la prière m'avait permis de m'échapper de ce cauchemar, une peur étrange persistait en moi. Je restai un moment à la fenêtre, respirant profondément, avant de m'allonger à nouveau sur le lit. Je n'avais pas envie de dormir, malgré la fatigue. C'était comme si, en fermant les yeux, je risquais de revivre ces moments effrayants. Quelques instants plus tard, je me levai à nouveau, décidé à sortir. J'avais besoin de prendre l'air. Je m'étais fait violence pour me lever, me laver et m'habiller avant de quitter la maison, enfin prêt à me changer les idées en travaillant. Je fus surpris de voir mes amis Malik, Faris et Iyad qui se dirigeaient vers notre champ de blé, Iyad se trouvant à distance. J'étais content de les voir, je me sentais soudainement mieux. Je leur demandai comment ils allaient, mais ils me dirent qu'ils n'allaient pas bien. Je leur demandai pourquoi. Ils me dirent qu'ils avaient fait des cauchemars étranges et qu'ils ne se sentaient pas bien. Je leur dis que moi aussi j'avais fait des cauchemars étranges. C'est à cause du cimetière dans lequel on a été. Ne passons même plus devant. Leur dis-je. Alors qu'on parlait de ça, Iyad était adossé sur le tronc d'un arbre et nous regardait à distance. Je le regardais et lui demandais de loin s'il allait bien. Il me répondit « Oui, tout va bien pour moi ». Puis il nous tourna le dos et s'éloigna de quelques pas. Je dis à mes amis « Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est si silencieux ?» Faris et Malik répondirent qu'ils ne savaient pas et qu'il lui fallait peut-être un peu de temps pour revenir à la normale. Nous nous mîmes à travailler jusqu'à la fin de l'après-midi et le début de soirée. Mais à chaque fois que je regardais Iyad, il nous regardait fixement de manière étrange. Quand nous partîmes du champ ensemble sur le chemin en discutant, Iyad continuait à se tenir à distance. Nous arrivâmes finalement à la place du village. Nous étions en train de nous séparer quand Iyad nous dit «
Et si on se voyait ce soir? Où ça? Lui demandai-je. Au même endroit que d'habitude, dit-il. On était tous d'accord. À tout à l'heure, s'était-on dit avant de partir chacun de notre côté. Chez moi, j'avais pris une douche et dîné. Au moment où j'allais quitter la maison, ma mère me demanda « Comment tu vas, mon fils? Comment tu te sens ?» J'ai entendu la nuit dernière des bruits étranges qui venaient de ta chambre. J'étais vraiment inquiète. Je suis arrivé devant ta porte, je me suis adressé à toi plusieurs fois, mais tu ne me répondais pas. C'est là que les bruits se sont arrêtés. Je voulais pas entrer à l'intérieur pour te réveiller, parce que tu m'avais dit que tu étais épuisé. Je suis resté un peu plus longtemps devant la porte. Comme il y avait plus de bruit, je suis parti me coucher. J'espère que tu te sens mieux. Je répondis à ma mère. Ne t'inquiète pas, maman, je vais mieux. Puis je suis sorti de chez moi et me dirigeai vers le lieu où on se voyait souvent. Faris était là-bas. Je le rejoignis et nous discutâmes quelques instants. Puis Malik vint à nos côtés. Nous attendions depuis environ une demi-heure. Mais Iyad ne venait toujours pas. Ce n'était pas vraiment correct de sa part de nous faire attendre aussi longtemps. On l'avait appelé plusieurs fois, mais il ne décrochait pas. Nous décidâmes de l'attendre encore un peu. Juste au moment où nous allions quitter, nous entendîmes la voix d'Iyad. Quand il arriva à côté de nous, nous lui demandâmes « où t'étais passé? On s'est grave inquiété pour toi. » Iyad nous répondit « J'avais des choses importantes à faire. Allez, venez. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Il s'assit à côté de nous. Nous le regardâmes et attendîmes qu'il parle. Mais il ne disait rien. Il nous fixait, son visage dénué d'expression, avec un regard vide, sans émotion. Il avait un air étrange. Nous lui demandâmes s'il allait bien. Iyad nous répondit « Tout va bien pour moi. Je pense qu'il va falloir attendre. » Quelques instants plus tard, nous entendîmes des cris et des bruits de verre cassés, suivis d'une sorte d'explosion. Nous courûmes vers les bruits. Ils venaient de plus loin, de la maison d'Iyad. Des flammes jaillissaient des fenêtres. Un incendie s'était déclenché dans la maison. Les villageois tentaient d'éteindre le feu, mais quelque chose avait explosé à l'intérieur. L'incendie s'était propagé très rapidement dans la maison. Alors que nous nous empressions de tenter d'éteindre l'incendie, Iyad se tenait dans un coin, souriant. Nous nous étions dit qu'il était sous le choc, paniqué, ne sachant que faire. Malgré nos efforts, la maison fut réduite à un tas de cendres. Nous voulions réconforter Iyad, mais lorsque nous nous tournâmes vers l'endroit où il était assis, il avait disparu. Nous l'avions cherché partout sans succès. Le matin suivant, les corps d'Iyad et de son père furent retrouvés à l'intérieur de la maison, complètement carbonisés. Comment était-ce possible? Iyad était à côté de nous la nuit dernière, pendant que la maison brûlait. Nous en étions certains, mais la chose la plus étrange était que, apparemment, personne d'autre que nous n'avait aperçu Iyad la nuit précédente. C'était après ce moment-là que les choses commencèrent à vraiment s'empirer pour moi et mes amis. Nous entendions des murmures étranges, des rires effroyables, des bruits inexpliqués. Tous les trois, nous étions sur le point de devenir fous, chaque jour semblant nous entraîner davantage dans une spirale de terreur. Un soir, je me retrouvais seul chez moi. Mes parents étaient allés chez le grand-père. Je décidai de me coucher tôt, espérant que le sommeil m'apporte un peu de répit. Alors que je m'apprêtais à fermer les yeux, j'entendis un bruit sourd, comme des coups frappés à la porte. Je me levai précipitamment et, en ouvrant la porte, je trouvai l'entrée vide. Je me dis que j'avais du mal entendre, ou que la fatigue me jouait des tours. Je retournai me coucher, mais une étrange sensation de malaise persista. Quelques minutes plus tard, un autre bruit, plus fort cette fois, retentit à nouveau à la porte. Je me levai une nouvelle fois, cette fois plus nerveux. En ouvrant, l'air frais souffla dans la pièce, mais il n'y avait toujours personne. Pourtant, un vent glacial entra soudainement, comme si quelque chose venait d'y pénétrer. Je frissonnais, mais je me forçais à me dire que c'était probablement le vent qui soufflait fort dehors. En traversant le hall pour retourner dans ma chambre, je passai devant la cuisine. Et là, je la vis, ma mère, dos tourné, en train de me parler. Je m'étonnais, elle n'était pas censée être là. Peut-être était-elle rentrée sans que je ne l'aie remarqué, fatigué comme j'étais. Cependant, plus elle parlait, plus un sentiment étrange s'installa en moi. Ses paroles étaient froides, mécaniques. Je remarquais des détails qui ne collaient pas. Son dos rigide, son visage figé, presque irréel. Puis, tout à coup, je compris, ce n'était pas ma mère. C'était quelque chose d'autre, une entité qui avait pris son apparence. Un frisson glacial me traversa, et sans réfléchir, je murmurai instinctivement « Bismillahirrahmanirrahim ». À cet instant précis,
Des coups frappés à la porte me firent détourner le regard de cette chose qui semblait se transformer devant mes yeux. Je me précipitai vers la porte, mais avant cela, je jetai un dernier coup d'œil vers la cuisine. Là, la silhouette de ma mère avait disparu. Il n'y avait plus rien. Un vide silencieux et glacial régnait maintenant dans la pièce. Je n'hésitai plus une seconde et je courus vers la porte. Je l'ouvris d'un coup et fus soulagé de voir mes amis, Faris et Malik, se tenir là, inquiets. Je leur fis signe de rentrer. Lorsque je me retournai de nouveau vers la cuisine, la pièce était vide. Il n'y avait plus de traces de la silhouette. Le silence était lourd. Mais au moins, mes amis étaient là. Après cet étrange moment avec la silhouette de ma mère, je n'avais pas eu le temps de réfléchir davantage. Le cœur battant, je laissai mes amis entrer. Faris, Malik étaient là, visiblement aussi perturbé que moi. Faris s'assit d'abord, semblant vouloir reprendre son souffle. « Tu vas bien ?» me demanda-t-il d'une voix basse, inquiète. Je hochai la tête, tentant de paraître plus calme qu'à l'intérieur. Malik, qui restait silencieux jusqu'ici, se tourna vers Faris et, après un instant d'hésitation, commença à parler d'une voix tremblante. Tout à l'heure, j'étais sur le canapé et je dormais un peu. Je me suis réveillé et j'ai vu que la télé était encore allumée. Je me suis dit que j'avais sûrement oublié de l'éteindre. Alors, je l'ai éteinte avec la télécommande. Mais elle s'est rallumée toute seule. J'ai essayé de l'éteindre encore une fois. Et là, pareil, elle s'est rallumée direct. Il marqua une pause, visiblement mal à l'aise. C'est là que j'ai vu mon reflet dans l'écran. Mais derrière moi, il y avait une ombre. J'ai flippé, je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait rien. Je me suis dit que je devais halluciner. Mais quand j'ai regardé l'écran encore une fois, l'ombre était plus proche, genre vraiment proche. Là, j'ai pas réfléchi, j'ai juste pris mes affaires et je suis sorti en courant. Il s'arrêta, le regard perdu dans le vide, avant de regarder Faris, puis moi. C'est là que j'ai croisé Faris dehors, et on a décidé de venir tout de suite. J'étais sous le choc. Ce n'était plus des simples coïncidences. Tout ça semblait trop étrange pour être réel. Je les observais, mal à l'aise, me demandant si ce n'était pas le début de quelque chose de bien plus sombre. « Et toi, Malik, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demandai-je d'une voix brisée. Malik sembla hésiter, mais il finit par parler, sa voix nerveuse. « Moi aussi j'ai vu un truc, c'était dans la rue. En rentrant chez moi, j'ai entendu un bruit bizarre, genre un murmure, comme des voix. Mais quand je me suis retourné, il y avait personne. Je te jure, j'avais cette impression bizarre qu'on me suivait. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose me regardait. Et j'étais sûr que j'étais pas seul. Je décidai finalement de leur raconter ce que je venais de vivre avant leur arrivée. Un silence s'installa tandis que nous échangions des regards, comme si mes mots rendaient l'air plus lourd. On s'était assis dans le salon, essayant de donner un sens à ce que nous avions vécu. Nous étions tous effrayés, incapables de comprendre pourquoi cela nous arrivait. Ça ne pouvait pas être simplement parce que nous étions allés dans ce cimetière abandonné. Après un long silence, nous avions pensé à parler à nos familles, mais nous avions changé d'avis. Ils ne nous auraient pas cru et, pire encore, nos parents nous auraient passé un savon. Il fallait que nous nous débrouillions seuls pour sortir de cette situation. Tout avait commencé avec le jeu stupide de notre regretté Iyad dans ce cimetière abandonné. Finalement, nous décidâmes d'aller à la mosquée pour demander conseil à l'imam Ali, que nous appelions Oncle Ali depuis notre enfance. L'appel à la prière du soir avait été récité. Nous nous dépêchions d'y assister. À la fin de la prière, nous attendions que l'imam Ali soit seul. Lorsqu'il le fut, nous nous approchâmes de lui et lui racontâmes tout depuis le début. Il semblait étonné par ce que nous avions vécu. Cela ne pouvait pas être simplement dû à notre visite au cimetière abandonné. Toutefois, il nous conseilla de nous adresser à un spécialiste en la matière. Or, nous ne connaissions personne capable de nous aider avec ce genre de problème. Après avoir passé quelques coups de fil, l'imam Ali nous tendit une feuille sur laquelle était inscrite l'adresse d'un maître nommé Ahmed. Il nous précisa de lui dire que nous venions de sa part. Nous étions indécis à l'idée de le consulter le soir même, car il se faisait tard et nous ne voulions pas le déranger. De plus, maître Ahmed vivait dans un village voisin, ce qui nous aurait pris du temps pour nous y rendre. Finalement, nous décidâmes de lui rendre visite dès le lendemain matin à la première heure. Chacun rentra chez soi. En arrivant à la maison, je remarquai que les lumières étaient éteintes. Mes parents n'étaient donc toujours pas rentrés. Je déverrouillai la porte et, en passant devant le salon, je vis que la lumière y était allumée. Mes parents étaient assis,
en train de manger. Mon père me lança. « Mon fils, où t'étais depuis ce matin? On t'a pas vu ?» Je lui répondis que j'étais sorti il y a à peine 1 heure. Mais il insista pour que je m'assoie à côté d'eux pour dîner. J'essayai de refuser, prétextant que je n'avais pas faim. Mais il insista encore plus fermement. Je finis par m'asseoir. Quelque chose dans la voix de mon père me paraissait étrange. Mais j'étais trop fatigué pour y réfléchir sur le moment. Pourtant, un détail m'interpella. Mes parents étaient censés être chez mes grands-parents pour le dîner. Pourquoi étaient-ils là? Je les observais discrètement. Ils me fixaient d'un regard étrange, presque glacial. Je notais une lueur rougeâtre dans leurs yeux, et le blanc de leurs pupilles semblait rétrécir. Soudain, mon père attrapa ma main et dit fermement « Ça suffit, tu vas manger, maintenant tout de suite !» Je baissai les yeux vers l'assiette et réalisai avec horreur qu'il mangeait de la viande avariée. Paniqué, je repoussai mon père et me précipitai dans ma chambre, refermant la porte à clé. De l'autre côté, j'entendis leurs rires, des rires effroyables. Terrifié, je récitai la profession de foi, la shahada, ainsi que les sourates An-Nas et Al-Falaq. Je m'allongeai sous ma couverture, tentant de me calmer, mais une question ne cessait de me hanter. Si ces choses n'étaient pas mes parents, où étaient-ils réellement? Étaient-ils encore chez mes grands-parents? Un coup frappé à ma porte interrompit mes pensées. J'entendis la voix de ma mère. « Pourquoi tu as quitté le dîner? Tu te sens malade ?» Sa voix paraissait normale, mais je restais méfiant. « Je vais bien, maman. J'ai pas faim. J'ai juste besoin de me reposer. » Répondis-je. Elle insista, frappant de plus en plus fort. « Ouvre la porte. Je m'inquiète pour toi. Ça fait plusieurs jours que tu n'es pas toi-même. On est triste de te voir comme ça. Viens. On va trouver une solution à tes problèmes. » Je refusais, les larmes aux yeux. Soudain, son ton changea. Elle éclata de rire. Un rire glacial et terrifiant. Je criai, suppliai qu'elle me laisse tranquille et éclatai en sanglots. Je pris mon téléphone pour appeler mes vrais parents, mais personne ne répondait. J'essayai Faris, puis Malik, sans succès. Finalement, Malik me rappela et dit d'une voix paniquée. « Il y a des créatures chez moi. J'ai besoin d'aide. Elles sont en train de tout saccager. Écoute-les. » À travers le téléphone, j'entendis des cris, des rires et un mélange de voix humaine et animale. « C'est la même chose pour moi. Quitte ta maison, on se retrouve dehors. » lui dis-je. Après avoir accroché, je cherchais un moyen de sortir. Les fenêtres étaient munies de barreaux et je ne pouvais pas passer par là. Après un moment de silence dans la maison, je regardai prudemment par le trou de la serrure. La voie semblait libre. Je sortis lentement, veillant à ne pas faire de bruit en passant devant le salon. Mes parents étaient là. Était-ce vraiment eux? Je les observai un instant. Une lueur rouge brillait dans leurs yeux, et leurs sourires démoniaques me glacèrent le sang. Je courus vers la porte d'entrée, l'ouvris et sortis à toute vitesse. La porte claqua violemment derrière moi. Dehors, tout était sombre. Je courus jusqu'à la place du village où Faris et Malik m'attendaient déjà. Malik avait contacté Faris après notre appel. Nous étions soulagés de nous retrouver, mais aucun de nous ne savait quoi faire. En regardant nos montres, nous réalisâmes que la moitié de la nuit était déjà passée. Le cauchemar, lui, ne faisait que commencer. Malik nous dit « On devrait aller attendre à la mosquée jusqu'au matin. » Nous étions tous d'accord, et nous nous mîmes en route. En chemin, nous parlions des événements étranges que nous vivions, mais soudain, un bruit bizarre nous arrêta. Il semblait venir d'un coin sombre. Faris murmura « C'est pas une bonne idée de traîner ici. » Nous continuâmes à marcher, mais des bruits de pas nous suivaient. Chaque fois que nous nous retournions, il n'y avait rien. Plus nous avancions, plus le chemin semblait interminable. Pris de panique, nous nous mîmes à courir jusqu'à la mosquée. Essoufflés, nous arrivâmes enfin. Alors que nous reprenions notre souffle, l'appel à la prière retentit. Pourtant, il était censé être encore le milieu de la nuit. En vérifiant nos montres, nous réalisâmes qu'il était déjà l'aube. Nous prîmes nos ablutions et entrâmes pour prier. L'imam Ali nous accueillit et nous lui expliquâmes tout après la prière. Il nous encouragea à consulter le maître Ahmed. Après la prière, Faris déroba discrètement les clés de la voiture de ses parents et nous partîmes en direction du village du maître Ahmed. Arrivés là-bas, nous trouvâmes sa maison et vîmes plusieurs personnes attendre devant. Cela nous rassura un peu de savoir que d'autres avaient vécu des choses similaires. Après quelques heures d'attente, ce fut enfin notre tour. Nous fûmes accueillis par un homme âgé, aux cheveux et à la barbe blanche. Il nous invita à entrer, et après nous être installés, nous lui racontâmes tout ce que nous avions vécu dans les moindres détails. Lorsqu'il eut tout écouté, il dit d'une voix grave « Quand vous êtes allés dans ce cimetière,
Tout laisse à penser que vous avez dérangé quelqu'un ou quelque chose. C'est pour cela que vous êtes toujours tourmenté. Où est le plus jeune d'entre vous? Nous échangeâmes un regard avant de répondre. Maître, Saphir est différent, il est mentalement retardé. Il a du mal à comprendre les choses. Nous avons préféré ne pas le mêler à tout ça. Et nous lui avons rien demandé. Il parle très peu. Le maître hocha la tête et répondit avec sérieux. Vous ne pouvez pas savoir où ces problèmes commencent, ni où ils se terminent. Mais je vous dis ceci, peut-être que votre ami sait des choses importantes sur ce que vous traversez. Ces paroles nous troublèrent profondément. Depuis le début de ces événements, Saphir était resté à l'écart. Pourtant, à cet instant, nous nous demandâmes s'il ne détenait pas des réponses que nous ignorions. Le maître Ahmed reprit. Écoutez-moi bien. Tout a commencé lorsque vos deux amis sont entrés pour la première fois dans ce cimetière. Puis, quand vous êtes retournés à votre tour, la malédiction s'est étendue à vous tous. Intrigué, je lui demandai, « Maître, est-ce que vous allez venir avec nous ?» Il secoua doucement la tête et répondit calmement, « Non, je ne viendrai pas. Mais mon assistant vous accompagnera. Ne vous inquiétez pas. Je resterai en contact avec vous. Il saura vous guider. Inch'Allah, vous vous en sortirez. » Pendant que nous parlions, un homme grand et bien vêtu entra dans la pièce. Il avait des gestes mesurés et une allure calme. Maître Ahmed, avec sérieux mais douceur, s'adressa à lui. « Mustapha, ces jeunes ont besoin de ton aide pour régler une affaire urgente. Accompagne-les et veille à ce que tout se passe comme il faut. » Mustapha répondit d'une voix calme. « Considérez cela comme déjà fait, maître. » Avant de partir, nous n'avions pas pu nous empêcher de demander à Maître Ahmed. « Maître, vous pourriez pas venir avec nous? Ça nous rassurerait vraiment. » Il répondit en souriant, l'air confiant. « N'ayez pas peur. Mustapha est mon assistant, et il sait parfaitement comment gérer cela. Écoutez-le, suivez-le, et surtout, ne vous éloignez pas de lui. » Il nous tendit une feuille avec des prières écrites. Il ajouta, « Apprenez-les par cœur, et récitez-les sans arrêt, surtout une fois là-bas. Elles vous protégeront, Inch'Allah. » Nous quittâmes donc la maison de Maître Ahmed, suivi de Mustapha. Le trajet vers le cimetière abandonné se fit dans le silence. L'obscurité gagnait lentement, créant une atmosphère lourde. Arrivé à l'entrée du cimetière, Mustapha ouvrit une petite mallette qu'il portait. Il en sortit un camis blanc impeccable qu'il enfila soigneusement et un flacon d'eau qu'il reprit avec précaution. Puis, il se tourna vers nous et dit « Restez ici, commencez à réciter les prières et ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que je revienne. N'entrez surtout pas avant que je vous appelle. » Nous acquiesçâmes et commençâmes à réciter les prières avec ferveur, tout en observant Mustapha s'éloigner dans l'obscurité du cimetière. Il tenait un vieux livre dans les mains. Ses pages fragiles semblaient chargées de mystère. Rapidement, des bruits étranges se firent entendre, des murmures lointains, des craquements sinistres et des bruits sourds provenant du sol. Malgré la peur qui montait en nous, nous continuâmes à réciter les prières. Au bout d'un moment, Mustapha revint, calme et serein, comme si rien ne s'était passé. « Vous pouvez entrer maintenant, suivez-moi de près, et ne vous éloignez pas, » dit-il d'une voix apaisée. Nous pénétrâmes dans le cimetière, avançant prudemment entre les tombes usées et envahies par la végétation. Nous arrivâmes devant une vieille tombe, fissurée et presque effondrée. Mustapha s'agenouilla devant la tombe et prit le flacon d'eau. Il en aspergea le sol autour de la tombe, tout en récitant des prières puissantes. Les bruits étranges s'arrêtèrent soudain, et un silence presque surnaturel envahit l'endroit. Après un moment, Mustapha se releva et déclara « C'est fini, nous pouvons partir. » Nous retournâmes rapidement à l'entrée du cimetière et reprîmes le chemin du village. Une fois de retour, Mustapha s'arrêta pour nous quitter, mais je ne pus m'empêcher de lui poser une question. Pourquoi on a vécu tout ça? Quelle est la raison? Mustapha répondit calmement. Lorsque vos amis Iyad et Saphir sont venus ici, ils ont dérangé les gardiens de cette tombe. Celle-ci appartenait à un sorcier maudit, enterré avec un objet de sorcellerie. Des djinns malveillants occupaient cet endroit pour que la tombe reste en l'état. Vos amis, par leur moquerie et leur manque de respect, ont attiré leur colère. Je lui demandai alors pourquoi c'était Iyad qui avait été pris pour cible et non Saphir. Mustapha répondit, ils n'ont pas été dérangés par Saphir, mais par Iyad, car Saphir est protégé par des djinns bienveillants. En vérité, Saphir est mentalement différent. Tout le village le sait, il parle seul et affirme avoir des amis imaginaires. Je lui demandai plus de précision et Mustapha répliqua. Saphir ne mentait pas. Ce qu'il appelle ses amis imaginaires sont en réalité des djinns croyants, qui veillent sur lui avec la permission d'Allah. Ce n'est pas parce qu'il est différent qu'il est moins précieux. Au contraire, Allah lui a accordé une protection spéciale. Quant à la mort d'Iyad, ce n'est pas la faute des djinns, mais un accident. Toutefois,
Les djinns ont manipulé vos pensées pour vous effrayer. Ils nous conseillent enfin, soyez prudents à l'avenir lorsque vous entrez dans des lieux abandonnés. Ne négligez jamais vos prières en ces lieux. Et souvenez-vous de toujours saluer l'esprit des défunts qui reposent dans leur tombe. Attendant, dans l'entre-deux, le barzakh, rien n'est plus puissant que votre foi pour vous protéger des entités qui se cachent dans l'obscurité. N'allez plus jamais dans ce cimetière abandonné. Les djinns qui y sont ne vous dérangeront plus tant que vous ne les dérangez pas. Quand Mustapha nous quitta, nous restâmes là, discutant de ce que nous venions de vivre, avant de regagner notre maison. Depuis cet événement, nous n'avions rien vécu de mauvais, hamdolillah. Le lendemain, nous racontâmes tout à l'imam Ali. En écoutant notre récit, il sourit doucement et dit « Mustapha n'a pas tressailli comme vous, car il n'est pas comme nous. C'est un djinn croyant, un serviteur d'Allah, envoyé pour nous aider. » À ces mots, nous restâmes sans voix, mais nous savions que l'imam Ali ne mentait jamais. Intrigué, je lui demandais « Comment on a pu le voir ?»« Vous l'avez vu grâce aux événements que vous avez vécus. Et Maître Ahmed n'envoie pas son assistant à tout le monde. » Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu afin de me soutenir. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me faire part de votre ressenti. Prenez soin de vous et à la prochaine.